Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse et nous sommes aujourd'hui le mardi 2 mars 2022. Le titre de l'émission du jour, les marchés en tension. En effet, toujours des tensions politiques évidemment, le conflit en Ukraine, les phrases échangées par les différents politiques, certains de nos politiciens qui parlent de guerre ouverte contre la Russie. Donc voilà, les tensions sont à leur comble, les indices sont sous pression, il y a des disparités qui sont très fortes, les États-Unis tiennent très bien, l'Europe tient beaucoup moins, peut-être des systèmes de vases communicants, il y a bien évidemment des rotations sectorielles, les bancaires se sont fait vendre à tour de bras, l'énergie continue d'être soutenue, mais ça dépend quelle valeur. On a vu aussi l'armement, bien évidemment, qui décolle, Thales qui s'envole avec l'Allemagne qui a annoncé redéployer un budget pour l'armement dans les années à venir. Donc voilà, on est dans des marchés en invasion, en tension. On sent qu'elle est palpable dans les médias, sur les réseaux sociaux. On perd de l'argent sur nos portefeuilles, c'est compliqué, mais pensons à ceux pour qui c'est beaucoup plus compliqué actuellement. Bon, vous le verrez, hein, j'ai pas forcément le moral dans cette émission. À vous dire vrai, lire Twitter au quotidien avec les gens qui n'arrêtent pas de se taper dessus, sans compter les images, bien évidemment, du conflit, tout ça n'aide pas au quotidien, mais on va essayer de faire un point complet ensemble sur ce qu'il se passe actuellement. Un avertissement sur les risques, les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Les informations que l'on voit ici ne constituent pas des conseils en investissement. Je vous rappelle vos rendez-vous de la semaine tous les matins. Anthony Bondin fait un super morning meeting sur le site de Zone Bourse, version écrite, version audio. On peut aussi voir sur Zone Bourse et la chaîne YouTube de Zone Bourse tous les jours Planète Bourse avec Roxane Nojac. Et puis comme tous les mardis, on se retrouve ensemble. Au sommaire de cette émission, le focus marché, les derniers développements, le top flop macroéconomique et puis ensuite l'analyse graphique des principaux actifs et d'une série d'actions que je poste généralement la veille de l'émission sur Twitter. Le focus marché, le sentiment de marché n'a pas changé, on a toujours un stress qui est à son comble, des marchés qui sont extrêmement volatiles. On a eu des rebonds de 5%, des rechutes de 5%, des rebonds de 5%, c'est la machine à laver. Donc voilà, des marchés qui ne sont pas évidents pour les investisseurs, des marchés qui peuvent parfois être plus intéressants pour les traders. En tous les cas, il y a du stress. Pas encore de panique, on le verra. Si par contre la situation s'envenime, là on peut avoir de la panique et ça peut aller relativement vite. Les marchés tanguent fonction des communiqués au sujet de la Russie et de l'Ukraine, bien évidemment. Dès qu'on parle de négociations, le marché reprend 2 à 3%. Dès que la Russie laisse entendre qu'elle continue de déployer ses troupes et d'avancer pour faire ce qu'elle a à faire, eh bien les marchés repartent à la baisse. Pas évident non plus quand aujourd'hui on a eu certaines phrases qui ont été utilisées. Dimitri Medvedev, notamment sur Twitter, disait: un ministre français a dit aujourd'hui qu'ils allaient nous déclarer la guerre. Le ministre en question est revenu sur ses propos, mais on sent bien voilà, une tension très très palpable et une utilisation d'ailleurs de Twitter assez hallucinante de la part de tous les gouvernants et gouvernements de la planète. Malgré ce marasme en quelque sorte sur le marché action, et encore j'utilise marasme alors que le CAC n'est qu'à 12% de son plus haut historique, que les indices américains se sont repliés de 8-10% depuis le début de l'année, voilà, c'est pas vraiment du marasme, c'est une correction légitime en période de hausse de taux. Quoique on verra, les hausses de taux ne sont pas certaines, d'inflation forte, ça c'est sûr, avec les matières premières qui sont sur des plus hauts, et puis de tensions géopolitiques bien évidemment. Mais malgré donc cette situation un peu particulière, le fonds BlackRock, qui est, me semble-t-il, le plus grand détenteur d'actions de la planète, eh bien, vient de revoir sa stratégie sur le marché actions et renforce sa poche actions.
En effet, BlackRock considère que les remontées de taux telles qu'attendues ne sont plus d'actualité pour eux suite à la guerre en Ukraine. Souvenez-vous, on avait JP Morgan qui visait jusque 9 hausses de taux cette année, alors que les marchés n'en voyaient que 4, 5, 7 au maximum. Depuis déjà des mois, je vous dis que les taux ne monteront pas autant que cela et que les banques centrales feront marche arrière. La BCE parle de continuer d'aider les marchés et on ne parle bientôt plus du tout de hausse de taux en Europe en 2022. Et aux États-Unis, eh bien, les anticipations de hausse de taux sont également en train de se calmer fortement. Car si la période actuelle engendre une récession et qu'on a d'un côté des hausses de taux et d'autre part une récession, on serait dans une période de stagflation. Et que ce soit pour l'économie ou pour nos entreprises, c'est ce qu'il y a de pire. Les valeurs de l'armement telles que Thales s'envolent et les énergies renouvelables reprennent de la hauteur. En effet, si on a moins de gaz et de pétrole qui vient de Russie dont on est très dépendant, eh bien il va falloir qu'on développe notre indépendance énergétique très rapidement, notamment dans les énergies renouvelables. Les opérateurs spéculent donc sur ces valeurs-là, partant du principe qu'elles devraient recevoir des fonds, des contrats et se développer plus vite qu'attendu. En plus de ça, les valeurs d'énergie renouvelable, ce sont des valeurs qui sont très endettées. Donc quand on parlait de hausse de taux, ça stressait les opérateurs. Mais si les tensions sur les taux justement se calment, eh bien elles en profiteraient également. Vase communicant, l'Europe sous-performe de nouveau les USA. En effet, si vous regardez depuis vendredi, le Nasdaq, il y a encore quelques minutes, était en hausse depuis vendredi, alors que le CAC, lui, est 3% sous ses cours de vendredi. Donc on sent bien là avec l'enlisement de la situation, si vous voulez, le fait que ça n'ait pas été une guerre éclair qui dure 48 heures, mais qu'au contraire la situation traîne, eh bien on sent qu'il y a des vases communicants et des opérateurs qui vont peut-être sortir une partie de leurs actifs d'Europe et les mettre aux États-Unis, les États-Unis étant plus loin de la Russie que nous. En cette période, il faut bien définir son profil. L'investisseur reste prudent et ne renforce que sur des dossiers de qualité, sur des seuils clés. Le trader, lui, peut profiter de la volatilité, bien évidemment, avec des règles strictes, c'est-à-dire des stops de protection, des objectifs courts, savoir ne pas rester en overnight ou en overweek à l'achat ou à la vente, savoir changer de sens, ne pas avoir d'ego, rester humble face au marché et prendre rapidement des gains. La semaine dernière, j'ai voulu insister sur la possibilité dans un marché baissier sous pression de pouvoir acheter les creux, c'est-à-dire de pouvoir buy the dip. Mardi dernier, quand on a eu un trou d'air, on a repris 300 points. Jeudi dernier, nouveau trou d'air, on a repris 300-400 points. Ce lundi, trou d'air, on a repris de nouveau 150 points. Mais ça reste du trading. J'avais essayé sur Twitter de bien définir ces profils-là, Twitter, investisseur, et de dire que le trader pouvait s'amuser et que pour l'investisseur, il faut être un petit peu plus prudent. Mais j'insiste là-dessus. Il y a quand même des sujets qui ne sont pas d'ailleurs mes spécialités, et notamment le conflit en Ukraine sur lequel je me suis planté. Je disais, ou du moins j'espérais très fortement qu'une fois les régions annexées à l'est de l'Ukraine, eh bien il n'y ait pas invasion, il n'y ait pas guerre et il n'y ait pas de morts. À vous dire vrai, voilà, je me rends compte que je n'arrive pas à avoir de biais plus baissier que cela, chose que je peux avoir plus facilement, tout simplement parce qu'il y a de l'humain qui se mêle là-dedans. Et donc de se dire, voilà, va pas y avoir de guerre, va pas y avoir de mort, va pas y avoir de longs conflits. C'est peut-être quelque chose voilà, où j'ai pas voulu voir ce qui pouvait se passer, où j'ai préféré choisir un scénario plutôt que l'autre, et où j'ai eu tort. Voilà, c'est ce qui arrive, hein, comme je le dis très souvent en ce moment, je sais que je ne sais pas, les marchés sont très spéciaux.
On est sur des zones de court terme intéressantes, mais sur des marchés qui sont un peu topiches à moyen long terme, donc c'est très compliqué. Donc voilà, sachez que j'essaye de faire du mieux pour vous donner des informations qui vous serviront au quotidien, mais que c'est une période assez exceptionnelle, c'est pas très facile. Le pétrole WTI dépasse les 100 dollars, tiré par les tensions, bien évidemment. On espère que ces tensions s'amenuiseront, que le pétrole redescendra, que les gens ne vont pas payer plus de 2 euros à la pompe, ce qui est le cas actuellement, que l'inflation va se calmer et que ça va pas être une période très compliquée et pour les investisseurs et pour les particuliers et notamment les bas salaires. Et là aussi, je pense qu'il y a une part d'espoir là-dedans, que tout le monde ne pâtisse pas de ce qui est en train de se passer ou qu'en tous les cas, cela ne dure pas trop longtemps. Les métaux précieux sont soutenus, mais dans une moindre mesure. On a vu que l'or et l'argent avaient été très recherchés jusqu'à l'invasion et la mise en place du conflit, mais depuis ce week-end, alors même que la Russie parlait d'armes nucléaires, eh bien l'or ne monte pas beaucoup, à peine 1% me semble-t-il. Même chose sur l'argent. Donc on sent bien que les investisseurs jouent la hausse du pétrole, on sent bien qu'ils vont sur l'armement, on sent bien qu'ils sortent des indices européens. Sur les métaux, je sais pas, c'est neutre, on est sur des niveaux clés, mais il n'y a pas d'explosion. Donc les métaux ont bien protégé pendant quelques semaines, pendant la montée des tensions. Mais peut-être que maintenant que les opérateurs savent à quoi s'attendre, un conflit, quelque chose de grave, eh bien, c'est comme si on ne recherchait pas plus les métaux, puisque c'est comme si le paroxysme du stress avait été en quelque sorte atteint. Ce qui n'est pas le cas, on peut toujours faire pire, mais je pense que les investisseurs se disent que de toute façon, si on utilise l'arme nucléaire, on ne sera plus là demain et donc nos portefeuilles importeront guerre. Et c'est pour ça que certains investisseurs ne jouent pas à la hausse des métaux ou ne jouent pas à la baisse des indices, parce qu'ils se disent aussi que à tout moment, s'il y a un cessez-le-feu, le marché peut faire baisser les métaux et faire remonter les indices. Le Bitcoin, monnaie de conflit, point d'interrogation. En effet, hier, on a eu une très forte hausse du Bitcoin, une de ses plus fortes hausses depuis mai 2021, si je ne dis pas de bêtises. Jusqu'ici, en fait, le Bitcoin était très corrélé au Nasdaq. Jeudi dernier, on a eu un énorme trou d'air sur le Nasdaq et sur le Bitcoin. Vendredi, le Nasdaq est bien reparti à la hausse. Lundi, il avait continué de monter et le Bitcoin ne suivait pas. Et en fait, il a fait un gros rattrapage hier pour se resynchroniser au Nasdaq. Mais pourquoi est-ce que je dis le Bitcoin monnaie de conflit, point d'interrogation ? Parce qu'il y a aussi des spéculations sur le fait que, parce qu'énormément d'argent a été frisé en quelque sorte en Russie, et bien que certains milliardaires et investisseurs aillent sur le Bitcoin. Ce sont des spéculations. Pour l'instant, le Bitcoin ne protège pas du risque, on l'a vu, quand il y a eu les tensions, eh bien l'or est monté alors que le Bitcoin s'est fait plier, tout comme le Nasdaq. Mais là, on est dans un caractère bien particulier, un grand pays avec des milliardaires où il y a de l'argent à sortir, et ça peut engendrer des flux sur le Bitcoin, et le Bitcoin, les crypto-monnaies étant un tout petit marché, on parle de 1500 milliards de dollars alors que le marché action pèse plus de 115 000 milliards de dollars. Et ça peut aller vite quand il y a quelques milliards de dollars qui rentrent dedans. On va passer au top flop et là, je vais vous montrer 6 graphiques. Il y en a 3 qui disent qu'on peut aller plus bas, 3 qui disent qu'on est sur des zones d'intérêt. Et c'est ça qui complique à court terme les scénarios. Ici, par exemple, à gauche, vous avez un graphique du S&P qui montre que l'indice est passé de haussier à neutre sur les 6 derniers mois. Et vous avez ici l'écart de spread entre les investisseurs qui sont haussiers et baissiers sur le marché. Or, la semaine dernière, on avait atteint un excès ou un paroxysme ou un niveau en tous les cas très élevé de stress chez les opérateurs et un nombre d'opérateurs qui étaient baissiers très important. Et c'est dans ce type de configuration qu'on a des contre-pieds haussiers très forts et que j'expliquais qu'on pouvait connaître des rebonds assez puissants. C'est ce qui s'est passé puisque entre jeudi dernier et ce matin, le Nasdaq a repris 1200 points de hausse, soit 9% en ligne droite. Donc on avait atteint un excès de pessimisme, on a corrigé le tir, on est remonté et maintenant balle au centre.
Le graphique de droite, c'est le graphique des fameuses crises Vietnam, Afghanistan, Irak, Crimée, et d'invasions qu'on a eues par le passé, et où, quand le son du canon retentissait et que l'invasion était faite, eh bien, les marchés repartaient de l'avant parce que l'incertitude était retombée. On a pu voir la semaine dernière à plusieurs reprises que on a fait des trous d'air le mardi, le jeudi, quand le canon retentissait en quelque sorte, et puis que les marchés remontaient très rapidement, 2-3% très vite. On a vu que vendredi en clôture, le CAC était pratiquement revenu à 6800 points. Et donc tenait bon. Ce qu'il y a, c'est que depuis ce week-end, la situation s'enlise, le conflit perdure, s'intensifie, que les Russes ont parlé de l'arme nucléaire, et ça a mis un coup sur les marchés, et ça pèse bien évidemment. Néanmoins, on voit qu'on travaille des zones de prix d'importance, on voit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que des grands gérants comme BlackRock réallouent des poches de cash vers les actions. Donc il y en a qui continuent de penser que si à tout moment la situation s'éclaircissait un petit peu, eh bien on pourrait connaître un rebond assez significatif. Alors on peut connaître un rebond significatif qui peut être un rebond technique avant d'aller plus bas. Par exemple, ici vous avez une analogie entre ce que fait le S&P actuellement en bleu et ce que le S&P avait fait en 2018. Or, souvent, le S&P passe de haussier à neutre, fait des rebonds assez impressionnants sur les supports, mais ça ne veut pas dire qu'il va forcément tenir. Parfois, on a derrière une vague baissière encore d'importance. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser des stops de protection, c'est pour ça que si le marché lâche, il faut savoir alléger. Il faut avoir un plan. Il faut se dire, voilà, si le marché perd 5-10%, est-ce que j'ai encore du cash? Est-ce que je peux renforcer? Est-ce que je peux tenir mes positions sans être forcément stressé? Puisque le but de l'investisseur, quand même, c'est de pouvoir dormir la nuit. La contradiction avec l'analogie que vous voyez à gauche, c'est le graphique de droite, qui dit que depuis 5 semaines, alors que les marchés tanguent, notamment aux États-Unis, les gérants de fonds achètent à fond. Et ça plaide pas pour une continuation de la baisse. Ça plaide plutôt pour un rebond une fois que, imaginons, dans le meilleur des cas, un cessez-le-feu soit signé en Ukraine. Donc certains pensent que c'est une zone de repli significative et la mettent à profit. On verra qui a raison au final. Point positif, nouveau point positif, c'est la périodicité. Le mois de mars est plutôt un bon mois, alors que janvier et février, c'est un peu les dents de scie. Mais d'un autre côté, graphique de droite, on voit que le S&P est relativement surévalué, que les price earnings restent très élevés et qu'il y a de la marge à la baisse. Donc vous voyez, c'est très compliqué avec ces 6 graphiques qu'on vient de voir. On pourrait se dire excès de pessimisme atteint avec l'invasion, les money managers payent, Mars est plutôt positif, mais on peut se dire aussi que c'est des rebonds techniques avant d'aller plus bas et qu'il y a de la marge à la baisse. Donc c'est une situation historique et complexe. Ici, c'est un graphique qui montrait les positions vendeuses sur le Nasdaq en fin de semaine dernière, et c'est ça qui me faisait penser aussi que des réactions pouvaient avoir lieu. C'est qu'on avait atteint un niveau de short sur le S&P, sur à peu près tous les indices, mais surtout sur le Nasdaq, qui était assez hallucinant. Et généralement, quand tout le monde se met à shorter, le marché rebondit pour exploser les shorts. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'entre jeudi et ce lundi, le Nasdaq a gagné 1200 points. Néanmoins, le marché reste encore cher puisque, comme vous le voyez sur le graphique et avec la vue long terme du price earning de Shiller, on est toujours relativement haut quand on regarde les valorisations. Après, n'est-on pas désormais dans un monde où les valorisations peuvent rester élevées parce que les banques centrales injectent? Ça, c'est la question à plusieurs milliers de milliards. Les matières premières, il y a ce qu'on peut constater, ce qu'on peut espérer, et puis il y a les moyennes historiques. Ce qu'on peut constater, c'est que les métaux s'envolent, les matières premières agricoles s'envolent, le pétrole s'envole. Ce qu'on peut espérer, c'est que ça se calme. Ce qu'on peut redouter, c'est que ça continue. On regarde donc les graphiques historiques. Et il y a 2 graphiques qui nous disent qu'on est peut-être dans de l'exceptionnel, et que ces graphiques ne plaident pas
forcément pour une continuation de cette situation exceptionnelle. À gauche, en fait, vous avez les variations historiques du CRB, le fameux Commodity Index Total Return, avec l'ensemble des matières premières dedans. Et en fait, on constate qu'il y a déjà eu des chocs haussiers sur les matières premières dans l'histoire, avec des hausses de 60% du fameux CRB en l'espace d'un an. Là, en 2022, on est sur de l'historique. On est au plus haut du plus haut, de la plus forte variation du CRB, alors que déjà 2021 avait vu une hausse assez puissante. Et bien là, en 2022, on est sur du record. On est même plus haut qu'en 1973 lorsqu'il y a eu les chocs pétroliers. Donc, ce qu'on peut espérer là-dessus, bien évidemment, c'est que la guerre s'arrête en Ukraine, que les matières premières agricoles retombent, que le pétrole se calme, qu'on retourne sous les 100 dollars sur le pétrole WTI et que l'inflation donc se calme. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. À droite, vous voyez en fait les vagues haussières historiques. On a déjà eu une vague haussière historique de 2005 à 2008 sur le CRB, avant une forte chute. Une autre vague historique de 2009 à 2011, avant une conso puis une chute. Là, on est pareil sur une vague haussière, donc assez hallucinante, on l'a vu avant. L'espoir qu'il y a quand on regarde ça, c'est de se dire qu'on est dans l'excès parce qu'il y a de la peur et qu'ensuite ça pourrait se calmer. Doit-on avoir peur d'une hausse de taux? Historiquement, quand il y a une hausse de taux de 0,25, eh bien, ça peut baisser dans les 3 mois, mais ça monte 6 mois et 12 mois plus tard. Donc, c'est pas parce que les US vont monter les taux que le marché va forcément baisser. D'autant plus que la Fed pourrait décider de ne monter les taux que de 0,25 et pas de 0,50 à cause de la situation en Ukraine. Quand on regarde le graphique de droite ici, vous aurez peut-être un peu de mal à le lire, mais je le reposterai sur les réseaux, c'est comment est-ce que les actions se comportent après un événement géopolitique majeur. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que si une récession suit, alors les marchés baissent à 3 mois, 6 mois, 12 mois. S'il n'y a pas de récession qui suit, les marchés montent à 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc l'important maintenant, c'est d'éviter la récession. C'est d'éviter une récession en Europe et aux États-Unis après 2 ans de reprise économique majeure post-Covid. S'il y a récession, qu'il y a hausse de taux en parallèle, qu'il y a inflation forte, ça va pas être évident. S'il n'y a pas autant de hausse de taux que prévu, que l'inflation se calme un peu et qu'on frôle la récession mais qu'on n'y va pas, ça peut grimper. Là aussi, vous voyez à quel point on est les fesses entre deux chaises dans une situation... dans un cas, ça baisse beaucoup, dans l'autre cas, ça monte beaucoup. Et là, on est sur le fil du rasoir. Petit graphique proposé par All Star Chart sur Twitter, personne que je trouve intéressante, où il disait en fait peut-être qu'il faudrait regarder des secteurs qu'on ne regarde plus et des sociétés qu'on ne regarde plus mais qui ont réagi sur des seuils historiques. À gauche, vous avez l'ETF sur les valeurs de cannabis, où on a touché les plus bas de 2020, et à droite, vous avez le graphique de Virgin Galactic qui est en train de réagir sur ses plus bas de 2019. Ce sont 2 sociétés ou secteurs très particuliers qui ont beaucoup baissé, qui sont revenus sur des seuils historiques et qui peuvent intéresser dans une optique de diversification. C'est pas du trend following, c'est pas du qualitatif, ça reste du spéculatif, que l'on s'entende bien. À gauche ici, ce sont les nombres de hausses de taux que le marché attend, et on peut voir que depuis le début février, les attentes par rapport aux hausses de taux sont en train de se dégonfler à vitesse grand V. Je crois même qu'on est revenu à 1. C'est-à-dire que le marché, là, au moment où je vous parle, n'attend plus désormais de hausse de taux aux États-Unis, mais qu'une seule au mois de mars. C'est vous dire à quel point le scénario de JP Morgan de 9 hausses de taux en 2022, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est proposé par une grande banque américaine. À droite, vous voyez en jaune l'or, en bleu le Bitcoin, lorsque on a eu vraiment une augmentation des tensions géopolitiques et des combats, etc. en Ukraine.
Et on peut voir qu'à ce moment-là, l'or a joué son statut de refuge, de protection, alors que le Bitcoin, tout l'inverse, s'est cassé la figure. Le Bitcoin reste donc pour le moment et jusqu'à preuve du contraire très corrélé au Nasdaq. S'il y a de l'appétit pour le risque, les cryptos auront tendance à monter. S'il y a de l'aversion pour le risque, les cryptos restent sous pression. Étant donné que le Nasdaq tient très fortement depuis jeudi dernier, le Bitcoin fait de même. Et en plus de ça, il y a la dimension monnaie de conflit que je vous expliquais en début d'émission, où c'est à voir, hein, mais peut-être que quand il y a des conflits dans des grands pays et qu'il y a de l'argent qui sort, ça peut aller sur les cryptos et ça peut les soutenir. D'ailleurs, il y a des flux entrants sur les cryptos depuis 5-6 semaines, comme le montrait Laurent Pignot, membre de l'équipe Zone Bourse qui écrit sur les crypto-monnaies. Il y a des flux qui étaient entrants. Et à droite, ici, vous voyez que les 11% de hausse qu'on a eu lundi sur le Bitcoin, c'était une de ses plus fortes hausses depuis mai dernier. Donc, il y a eu vraiment un coup de collier sur les actifs risqués, sur le Nasdaq, sur le Bitcoin. Mais on peut voir qu'il y a des vases communicants puisque le CAC, qui avait très bien rebondi jeudi et vendredi dernier, est de nouveau sous pression, alors que le Bitcoin et le Nasdaq restent sur leur plus haut. Donc là, il y a vraiment un désintérêt des opérateurs sur l'Europe. Et ceux qui veulent acheter du risque achètent des États-Unis ou des crypto-monnaies. Ce qui peut se comprendre avec la situation en Europe et notre proximité avec la Russie. On va passer à l'analyse graphique. Donc on va passer aux indices. Ici vous avez le Nasdaq. Donc loin de moi l'idée de vouloir justifier que buy the dip n'est pas forcément une bêtise, mais c'est simplement un constat. Si vous avez acheté du Nasdaq mardi, mercredi, jeudi ou vendredi dernier parce que vous vouliez acheter les creux et que vous pensiez qu'on était sur un pic de pessimisme, vous êtes en gain. Tous ceux qui auraient acheté la semaine dernière, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, le moment, sont actuellement en gain. Donc jouer le fait que le son du canon a retenti, jouer le buy the dip, le on se fait des frayeurs, etc. est possible, mais avec parcimonie, sur les bons actifs, pas en levier maximum, etc. Donc le Nasdaq, lui, tient pour le moment. Voilà, c'est assez hallucinant, mais c'est ainsi. Il profite, je pense, comme je vous le disais, de vases communicants sortant d'Europe, rentrant sur les US. Le 440, lui, donc pâtit de flux sortants et il est sur le fil du rasoir puisqu'il est sur le bas de son canal haussier de moyen terme. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'il faudrait un cessez-le-feu dans les 48 heures pour pouvoir tenir les supports et repartir et rester à l'intérieur de ce canal. Si les tensions géopolitiques perdurent, que la situation s'envenime, on peut très vite aller bien évidemment dans la panique avec 6004, 6003, 6100, que sais-je, fonction de la gravité justement de ce qui se passerait. Et là-dessus, je ne suis absolument pas devin. Et je crois que beaucoup de monde a été pris de court avec ce qui s'est passé ces derniers jours, donc on va éviter de faire des paris là-dessus. On sent quand même un marché qui tient. C'est assez hallucinant, hein, mais on sent quand même un marché qui tient, qui est 3% sous ses plus bas d'il y a 15 jours. C'est pas non plus la Bérésina, mais on sent un marché qui tient sur le fil du rasoir et qui peut très vite reperdre 2-3% et se faire des frayeurs. Donc, faire du trading, acheter les supports, vendre sous les résistances, ok. Pour l'investisseur, c'est plutôt la prudence. La prudence en attendant qu'on recouvre un petit peu de visibilité. La semaine dernière, le marché a pensé recouvrir de la visibilité. Et puis avec les tensions géopolitiques qui ont continué, les bombardements, les menaces nucléaires, on est de nouveau là dans une période d'incertitude et de pression sur le marché. Donc voilà, on est dans une zone incertaine. Bien évidemment, s'il y a un cessez-le-feu, on repasse au-dessus des 6650 points, on souffle et on va vers la détente. Si au contraire, ça barde, il peut y avoir de la panique. C'est pour ça que l'investisseur, déjà investi, doit avoir conscience des risques, doit être plus ou moins investi. Chez Zone Bourse, on a 3 portefeuilles, on est 100% investi parce que c'est notre façon de faire et on essaye d'avoir les meilleurs dossiers pour pouvoir moins pâtir des baisses quand il y a de la baisse et mieux profiter des hausses quand il y a de la hausse.
Me concernant, c'est pareil, je fais et de l'investissement et du trading. La semaine dernière, j'ai essayé de faire de la pause sur l'investissement et de donner des trades. Néanmoins, j'ai bien compris que ceux qui m'écoutaient ne comprenaient pas forcément cette différence entre trading et investissement, et que même si j'ai donné 3 trades gagnants en 10 jours en faisant des achats, c'est pas forcément facile à suivre ou à comprendre parce que c'est pour des traders potentiellement expérimentés. En tant qu'investisseur, je suis investi, je perds de l'argent dans la baisse. Si les marchés baissent plus, j'en perdrai encore. Il me reste un peu de cash. Si le marché continue de baisser, je continuerai d'acheter des replis sur des dossiers de qualité. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet sur lequel j'ai voulu me focaliser dans les actions que je vais vous montrer, et sur mes posts sur Twitter depuis lundi. J'essayais de vous montrer des valeurs qui continuaient de monter malgré tout, des valeurs qui surperformaient, des valeurs qui tentaient de se retourner, des valeurs qui, même si là on est sur les plus bas de la semaine dernière, sont déjà 5, 6, 7% plus haut que la semaine dernière. Donc ça veut aussi dire que si le marché repartait maintenant, ces valeurs-là, on ne pourrait pas les acheter aussi bas qu'on a pu les acheter la semaine dernière. Et c'est aussi pour ça que l'investisseur de moyen long terme achète un peu quoi qu'il se passe sur le marché, par palier, renforce ses positions, fait de l'accumulation rationnelle, comme dirait Trado. Parce que parfois le marché va faire un creux, repartir, mais vous avez des valeurs qui ne retoucheront pas leur plus bas, qui n'iront pas plus bas, ou des valeurs qui continueront de monter. Donc à être totalement désinvesti en se disant j'achèterai une fois que ça repartira à la hausse, certains paieront des valeurs 10 à 15% plus haut que les cours actuels. Après, si ça convient à votre mentalité, si vous préférez ça pour être tranquille et dormir la nuit, je peux tout à fait l'entendre. On regarde le pétrole. Donc le pétrole, il est en forte hausse. Le seuil psychologique des 100 est ici. La semaine dernière, on a fait une pointe à 100 puis c'est retombé. Ce lundi, on a fait une pointe à 100 et puis c'est retombé. Pour que l'inflation n'explose pas, pour pas qu'on paye 2,50 à la pompe, pour pas que les périodes à venir soient très compliquées pour nos économies et nos entreprises, il faut absolument que la situation se détende et que le pétrole repasse sous les 100 $. Je trouve qu'acheter le pétrole maintenant est très complexe. Se mettre en face avec la hausse en cours et les tensions est impossible. Donc j'aurais tendance à ne rien faire. En plus, j'ai l'impression que si j'achète du pétrole maintenant, je joue un embrasement de la situation en Ukraine. Et donc je spécule sur plus de morts. C'est vous dire les réflexions du moment que je partageais encore ce matin avec d'autres gérants. Même chose pour jouer la hausse du blé. Alors que quand on a l'impression d'acheter des sociétés et de continuer d'investir, on a l'impression de soutenir l'économie, les entreprises, et de se dire que ça ira mieux demain. Ensuite, l'or. Donc l'or, le voici. Haussier à long terme, haussier à moyen terme, haussier à court terme. Moi, je suis acheteur d'or et haussier depuis le début de l'année, vous le savez. Et voilà, je trouve que ces dernières séances, alors qu'il y a toujours des tensions, de la baisse sur le marché action, etc., l'or ne monte pas tant que ça. Mais peu m'importe, parce que ma position sur l'or n'est pas une position spéculative où j'espérais une guerre, mais plutôt une position de long terme. Pourquoi une position de long terme ? Eh bien parce que l'or est particulièrement haussier à long terme. C'est un des actifs les plus haussiers qui soit à long terme. Et alors que les indices, eux, sont en train de plier en haut ou de se retourner, l'or, lui, avance vers ses records historiques. Donc c'est la raison pour laquelle, dans une optique de diversification de long terme et d'investissement sur un actif qui est haussier dans toutes les unités de temps, je trouve ça intéressant d'avoir de l'or et ou de l'argent. Après, à très court terme, acheter de l'or en se disant oui, il y a des tensions donc ça va monter fort, vous voyez que ça ne fonctionne que très moyennement puisque l'or a gagné 1% entre le cours actuel et la semaine passée. Donc c'est pas forcément le bon proxy, le bon moyen de jouer la baisse des marchés, autant vendre directement du CAC 40 qu'acheter de l'or. Et puis le Bitcoin. Donc le Bitcoin, le voici. Donc comme je vous le disais jeudi dernier, point bas du Nasdaq, point bas du Bitcoin. Le Nasdaq a été monté en flèche vendredi et continuait de monter lundi. Le Bitcoin a rattrapé après avoir baissé pendant le week-end. Il est remonté très fortement hier. Pour moi, c'était un rattrapage
sur les indices. Maintenant, les indices européens restent sous pression, les indices américains après 3 jours consécutifs de hausse commencent à se replier, du coup le Bitcoin aussi se replie. Et c'est légitime puisqu'il est de nouveau sous résistance. Donc acheter les supports, oui, mais prendre des bénéfices sous résistance aussi tant que la situation n'est pas réglée. Voilà pour le schéma global des marchés. Donc le CAC 40 toujours sous pression, qui se fait des frayeurs, qui peut aller plus bas si ça dérape, des indices américains qui sont plus forts, mais vous voyez qu'après 3 séances de rebond, ça rebaisse déjà de nouveau. C'est pour ça, ne serait-ce que si le Nasdaq revenait travailler sa zone de support 2% plus bas et que le Bitcoin faisait la même chose de 5% plus bas, le CAC 40 peut très bien aller se faire une grosse frayeur de 3 à 4%, puisqu'il sous-performe les autres, ça peut aller plus vite. Voilà, certains lèveront les mains, d'autres allégeront, d'autres se diront que c'est le moment de renforcer en se disant qu'on est en train de vivre le pic de pessimisme. Ça dépend bien évidemment de votre profil. On va regarder les actions que je vous proposais donc hier sur Twitter pour l'émission du jour. Le but c'était de parler de certains dossiers plus ou moins solides sur leur support de moyen terme, de voir des valeurs qui surperforment très nettement, sur lesquelles on ne perd pas quand ça baisse, voire même on gagne quand ça baisse et on pourrait gagner encore plus si ça monte. Des valeurs en trend following qui n'ont pas dit leur dernier mot, dont certaines cassent leur plus haut historique aujourd'hui. Donc c'est pour dire, il y a toujours du trend following possible à faire dans ce marché, même si les indices sont sous pression. Et puis des valeurs qui tentent des retournements. On verra que certaines c'est beau, d'autres c'est beaucoup plus pénible. Allez, on commence avec Dassault Systèmes. Donc voilà, là on est sur un ancien rouleau compresseur, comme beaucoup de rouleaux compresseurs qui sont allés très vite à la hausse en fin d'année et qui sont repartis très rapidement à la baisse en ce début d'année. La moyenne mobile à 200 périodes est cassée. C'est vrai qu'on n'est plus dans un trend following parfait, mais on reste quand même dans un méga trend haussier. Et vous pouvez voir que depuis mardi dernier, on a fait un point bas. Donc mardi dernier, on va dire qu'on commence à avoir un pic de tension. Et même si jeudi on a fait -5 et que le CAC est allé plus bas que mardi dernier, Dassault ne l'a pas fait. Et alors qu'en ce début de semaine on a des tensions, des pressions, Dassault Systèmes remonte fortement. Bon, ça vient évidemment de son secteur, mais ça montre bien qu'il y a des valeurs qui tiennent leur support de moyen terme, qui tentent de remonter et qui vont à contre-courant. Donc pour un investisseur de moyen terme, ces supports que l'on a touchés la semaine dernière étaient bien des supports à potentiellement mettre à profit. Si vous voulez acheter Dassault aujourd'hui, alors que le CAC est au plus bas, vous la payez 10% de plus que la semaine dernière. D'Iteren à Bruxelles, là on est sur une valeur qui est très très fortement haussière depuis le Covid, qui a bien consolidé ces derniers temps, dans une sorte de biseau baissier et qui travaille actuellement sa MM200 et qu'en plus cette zone de prix que l'on travaille correspond à d'anciens plus hauts. Type de valeur, si l'on souhaite faire du trend following sur dossier de qualité, que l'investisseur de moyen terme, malgré le marasme et l'ambiance actuelle, peut vouloir mettre dans son portefeuille en se disant que si on n'est pas loin du paroxysme de la peur des supports de moyen terme et qu'en plus elle tient bien, qu'à tout moment, si la situation s'améliore, eh bien elle pourrait repartir très rapidement. Eurofins, même chose. Alors Eurofins, ça fait partie des rouleaux compresseurs qui ont cassé MM200 et qui est moins belle qu'elle ne le fut pendant toute l'année 2021. Mais voilà, même concept que D'Iteren, Dassault et d'autres, on est revenu en fait sur d'anciens plus hauts travaillés au début de l'année 2021 et on a réagi positivement dessus. Si vous avez en quelque sorte buy the dip, acheté les trous d'air mardi ou jeudi dernier sur Eurofins, vous êtes rentré autour de 83 €, on est aujourd'hui à 90,25 €, la valeur se paye 9% plus cher que la semaine passée. Donc c'est pour ça que se dire buy fear,
sell greed, c'est-à-dire acheter la peur, ou bien d'autres adages du type acheter au son du canon ou buy the dip. Tous ces adages ne sont pas faux, ils fonctionnent. Celui qui a acheté les pics de peur, acheté les trous d'air sur les indices ou beaucoup de valeurs mardi et jeudi dernier, a fait des gains, voire est toujours en gain. Et c'est là-dessus en fait où je voulais bien appuyer la semaine dernière. Ça tient, donc Eurofins ça tient, et si le marché repart, elle peut repartir vers les 100 et le haut de son canal. Et qu'on voit aujourd'hui avec un CAC à moins 3, qu'elle est à moins 0,24. FDJ, même chose. Mardi dernier, jeudi dernier, point bas, ça a été payé. Hier encore, le CAC se faisait des frayeurs, elle est tout en bas. Aujourd'hui, le CAC perd 3%, elle veut pas rebaisser. Donc, il y a l'investisseur tranquille qui a déjà des valeurs en portefeuille qui veut pas en mettre plus, qui ne le fait pas. Puis il y a l'investisseur qui a du cash ou qui pense que la guerre est bientôt finie ou qui veut garnir son portefeuille parce qu'il est sous-investi. Et ce type de dossier ne veut pas aller plus bas et tient particulièrement bien. C'est ce que je voulais vous montrer. Même chose sur le grand. Voilà. On a fait un trou d'air jeudi dernier qui a été très rapidement payé et depuis on est parvenu dessus. Si demain vous voulez acheter du Legrand, vous allez les payer 4% plus cher que la semaine passée. Certains préfèrent attendre, d'autres ont fait des achats sur repli la semaine dernière. On peut passer aux valeurs en surperformance. Regardez ça, GTT, j'ai pas touché à mon graphique quand j'ai vu ça ce début de semaine. Je me suis dit que la T parfois c'était pas déconnant. GTT qui fait un trou d'air jeudi dernier, qui se fait une frayeur, mais qui en se faisant une frayeur est venu toucher 76 € et en fait est venu toucher une oblique qui passait par tous les plus hauts depuis 2 ans. Et en fait c'est superbe, on a fait une cassure d'oblique, une conso, trou d'air et on repart. GTT était à 76 la semaine dernière, elle est à 86, elle a gagné 13% depuis son trou d'air de jeudi dernier. Donc il y a des valeurs qui depuis jeudi dernier baissent, certes, mais il y en a d'autres qui tiennent et d'autres qui explosent. Et c'est sur ces valeurs qui tiennent bien, qui surperforment, qui sont dans des secteurs qui profitent en quelque sorte de la crise actuelle, qu'on peut se pencher si on souhaite continuer d'intervenir dans le marché actuel. Galapagos, dont je vous ai parlé à maintes reprises ces derniers temps, que j'ai publié sur Twitter la semaine dernière ou ce début de semaine. Galapagos qui monte depuis jeudi dernier, tous les jours pratiquement, et qui aujourd'hui inscrivait un plus haut annuel alors que les indices se cassent littéralement la figure. Donc typiquement le genre de valeur que si on a acheté, tient voire monte, et qui, si les marchés allaient bien, pourrait être décalé fortement à la hausse par la suite. C'est peut-être pour ceux qui ne veulent pas investir, en fait, c'est peut-être le moment de se faire la liste de courses par rapport à toutes sortes de valeurs dont je vous parle là. JCDecaux, elle, en fait, il n'y a pas de baisse du CAC sur JCDecaux, il n'y a pas de crise en Ukraine, il n'y a rien. Voilà, JCDecaux, depuis fin janvier, elle est à 25 €, elle baisse pas, elle surperforme et on peut espérer que si la situation se calme, elle reparte à la hausse, qu'elle casse les 26 € et qu'elle continue sa course. Donc on peut se mettre des alertes pour jouer d'éventuelles cassures haussières. Et typiquement, si la valeur tient et puis qu'elle réaccélère au-dessus de 26, ça fait partie de valeurs qui semblent imperméables à la géopolitique et qui pourraient repartir à la moindre hausse. Rexel, même chose. Rexel nous a donné un signal fort en tout début d'année, en sortant d'un range dans lequel elle était bloquée depuis presque 1 an. Elle est partie à la hausse, elle a comblé son gap, elle est partie à la hausse, elle est revenue se faire une frayeur, mais en fait la frayeur elle a été faite où? Elle a été faite ici, à 18,50. C'est la zone clé, ancienne borne haute du canal et désormais soutien. Donc le genre de valeur à acheter sur repli, où on profite de la baisse des indices pour pouvoir acheter les supports, qui tient bien malgré la baisse des indices et qui peut aussi repartir très vite, plus vite en tous les cas, quand les indices montent. Et puis dernière valeur, SSII.
où là on est sur des valeurs moyennes. Ça me fait penser aussi à d'autres sociétés comme Neurone, et où depuis 15 jours on baisse pas vraiment alors que le marché baisse. Donc avoir ce type de dossier complètement décorrélé du marché peut faire du bien. Ici c'est Neurone. Voilà, depuis le début de l'année, les indices baissent. Depuis le début de l'année, elles baissent de 3-4%. Donc typiquement le genre de dossier en trend following solide où on profite des creux pour acheter en espérant que par la suite la dynamique reprenne. Ensuite, on peut regarder des valeurs en trend following. Alors là, vous avez Edia Group. Edia Group qui est coté à Bruxelles. C'est le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité haute tension en Belgique. En ce moment, on a des tensions sur tout, sur l'énergie, l'électricité, le gaz, le pétrole, etc. Vous voyez que c'est une valeur haussière, court terme, moyen terme, long terme, en trend following, qui, lorsqu'il y a eu augmentation des tensions à partir de jeudi dernier, n'a fait que monter. C'est ce genre de dossier qui nous intéresse. C'est ce que je répète depuis 10 jours sur Twitter. Il faut trouver les dossiers qui surperforment, il faut aussi trouver les dossiers qui montent, ou en tous les cas ceux qui résistent. Ceux qui montent, ce sont ceux à privilégier à court terme. Ceux qui résistent, ce seront ceux à acheter sur repli ou à acheter dès que ça ira mieux. Autre dossier qui monte toujours en trend following, Lectra. Lectra qui pareil depuis le début de l'année est presque en hausse, on est plus ou moins à zéro, chaque trou d'air est payé, la MM200 arrive en soutien et on peut supposer qu'après une période de latéralisation alors que les indices se cherchent, eh bien elle continue, sa course continue de grimper. Comme je vous avais dit, je serais même pas étonné qu'un jour elle tente une sortie par le haut de son canal haussier tellement elle est soutenue. Lumibird, spécialiste dans les lasers, elle a été très haut très vite, elle a fait son pullback, on peut retirer les flèches, elle est revenue sur MM200, MM200 elle aussi haussière est venue en soutien, et donc c'est ce genre de valeur haussière à moyen terme en trend following qui tiennent bien les zones actuelles où les MM200 arrivent en soutien, qui peuvent être les valeurs que l'investisseur prudent mais acheteur à long terme mettra en portefeuille et où il profitera des tensions, de la baisse du CAC, etc. pour ramasser. Sinon, il y a l'investisseur chanceux qui est sur Moulinvest. Enfin, il n'est pas chanceux, il est tactique, technique, et puis il a vu qu'elle montait, qu'elle était en trend following et très soutenue, donc il faut aller effectivement sur les valeurs qui montent le plus, qui sont les plus fortes. Comme je le disais encore en ce début de semaine, regardez les valeurs qui tiennent bien, qui grimpent. Moulinvest, aujourd'hui, elle fait un plus haut historique. On est au-dessus des mêmes 50, on est haussier, chaque repli est payé. C'est typiquement ce genre de valeur-là que l'on recherche. Autre exemple encore de valeur qui tient, voire qui monte dans ce marché de fou. SES Image au tag. Tendance haussière, au-dessus des mêmes 200. Depuis le début d'année, elle a à peine baissé. Et on peut supputer qu'en cas de stabilisation ou de hausse indicielle, elle aille inscrire de nouveaux records. Maintenant, on va regarder des actions en retournement. On va voir des actions qui effectivement pourraient être en retournement et d'autres sur lesquelles c'est plus compliqué ou du moins sur lesquelles il faut attendre des confirmations. Ici, vous avez Albioma, on pourrait parler d'Albioma, de Neo-EN, de Voltalia, de tout le secteur. On sait qu'il y a des tensions avec la Russie et que ça ne va pas s'évaporer demain. On sait que l'Europe va vouloir appuyer sur le champignon, sur l'indépendance ou la moindre dépendance énergétique et donc le développement des énergies renouvelables. On peut supputer que les États mettent la main à la poche, que des contrats soient signés, que ce secteur profite, et donc c'est typiquement ce qu'on va rechercher à mettre en portefeuille pour surperformer. La semaine dernière, jeudi dernier, la valeur montait, vendredi elle cassait une résistance, ce lundi elle faisait un pullback et elle montait fort, et aujourd'hui elle consolide. Le moindre repli en théorie sur ce type de valeur est un repli à mettre à profit dans le cadre d'un méga trend, si vous voulez, d'un méga trend haussier sur les énergies renouvelables, sur le futur, sur l'avenir et sur l'indépendance énergétique. Donc c'est des dossiers qui
s'ils se replient, vont être recherchés. C'est la même chose sur NeoEN, sauf que NeoEN, elle était allée plus bas et la réaction n'en a été que plus violente. Contrairement à Albioma qui avait tenu ses zones de soutien, NeoEN était passé dessous. Et puis d'un coup, jeudi dernier, les opérateurs se sont dit attention, indépendance énergétique, on va développer le renouvelable, il faut acheter du renouvelable. En plus, les anticipations de hausse de taux sont en train de retomber comme peau de chagrin. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement endettés et donc quand il y a hausse de taux, ça met la pression dessus. Là qu'on ait l'envie de développer les énergies renouvelables plus les taux qui se calment, eh bien ça a fait un double effet qui se coule sur le secteur dont on peut penser qu'il va continuer d'être soutenu. Pour ceux qui tradent aussi les valeurs moyennes, il y a toujours des choses à faire. J'indiquais hier matin sur Twitter que Solution 30 était en train de casser les 7,50 € avec des volumes énormes avant midi. Il se trouve qu'apparemment certains ont eu l'info selon laquelle Barclays avait renforcé sa position au capital. Est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est pour un client? Difficile à dire. J'aime pas particulièrement Solution 30, c'est un dossier épineux qui a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Néanmoins, elle sort d'un range, casse MM200, casse un niveau horizontal, donc je trouvais légitime d'en parler hier en disant il y a quand même des choses qui montent et c'est peut-être là-dessus à court terme qu'il faut se focaliser. Autre dossier dont je trouve qu'on est dans une tentative de retournement mais où il va falloir montrer un peu plus patte blanche, c'est Ubisoft. Ubisoft qui s'était envolé lorsqu'il y avait eu des spéculations dans le secteur, était retombé avec la publication de ses résultats et s'était stabilisé sur support. Et depuis une semaine, Ubisoft monte alors que les indices baissent. Donc ici aussi, il y a un secteur qui surperforme et une valeur qui n'a peut-être pas dit son dernier mot et qui tente le retournement. Bien évidemment, pour parler de retournement avéré, il faudra casser MM200 qui, comme vous pouvez le voir, a été un pivot très efficace et qui a bloqué en fait le mois dernier. Si et seulement si un jour on casse MM200 sur Ubi, ce sera un signal fort. Enfin, pour finir, Worldline, dans la catégorie retournement, mais un retournement à confirmer. Je vous ai montré des valeurs qui se retournaient, des belles valeurs comme Albioma NeoEN, des valeurs spéculatives comme Solution 30 ou Ubisoft. Sur Worldline, j'ai beaucoup de monde qui m'en parle. On n'est pas encore là dans le retournement. Il y a une tentative de stabilisation. Voilà. Et il y a une tentative de réaction sur zone horizontale. Mais pour parler de retournement, il va falloir d'une part retourner vers le haut du range et d'autre part inscrire un plus haut que le précédent. La loi de Do dit qu'une tendance haussière naît lorsqu'on a des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc il faut casser la zone des 49-30 pour que les acheteurs prennent la main et qu'on puisse parler de retournement effectif. Voilà, sur ce, j'espère que cette émission vous aura plu, que vous gardez le moral. Les marchés sont sous pression, le CAC baisse de 3%, les investisseurs perdent de l'argent, c'est normal. On espère qu'on va réussir à sortir de cette situation par le haut. On module un peu son exposition en fonction de son profil. On module son exposition aussi à des secteurs qui tiennent, qui surperforment, qui montent plutôt qu'à ceux qui baissent. On évite d'acheter des couteaux qui tombent comme les bancaires potentiellement. Et on s'intéresse, comme je l'ai dit et répété tout au long de cette émission et sur Twitter ces derniers jours, aux valeurs qui tiennent, qui résistent, qui remontent. Ou sinon, on fait une pause. Je vous souhaite à tous, quoi qu'il se passe, une bonne semaine. Et je vous retrouve sur les réseaux sociaux, BFM et puis notre chaîne YouTube, bien évidemment, la semaine prochaine. Au revoir à tous.